passé pour vous corriger le bac 2018 session normale. On va essayer donc de corriger les QCM. Pour chaque item de 1 à 4, il y a une seule réponse exacte. Reporter les numéros de chaque item et indiquer la lettre qui correspond à la réponse exacte. Donc la première question de ce QCM, on vous a dit l'angiotensin est une hormone. Petit a, sécrétée par la corticosérénale. Petit b, sécrétée par la médulleuse sérénale. Petit c, qui provoque la vasoconstriction des artérioles. Petit d, qui inhibe la sécrétion des aldostérones. Donc, on va voir dans ces multiples réponses quelle est la réponse qui est exacte. Et ici, si on regarde, on va voir qu'elle correspond à la réponse C. Donc, c'est la réponse C qui est correcte. Vous mettez donc première question et vous pouvez écrire flèche ou comme j'ai déjà mis ici, 1 égale à C, pour dire que la réponse de la QCM in correspond à la réponse C. Et pour la deuxième question, nous avons dit la paraternorme ou la paratorne norme assure la baisse de calcémie. B. Augmentation de la glycémie. C. Baisse de l'insulinémie. D. Augmentation de la calcémie. Donc, on voit ici que la deuxième question correspond à la réponse D, qui est l'augmentation de la calcémie. C'est pourquoi nous avons mis ici 2 égale à D, augmentation de la calcémie. Et si on dit augmentation de la calcémie, calcémie c'est le taux de calcium contenu dans le sang. Le taux de calcium contenu dans le sang est appelé la calcémie. Donc c'est cette augmentation du taux de calcium qui est contenu dans le sang qui correspond à la réponse 2. Et petit 3, nous avons le réflexe correcteur de l'hypertension fait intervenir, petit a, les fibres sympathiques, petit b, le nerf saphène, petit c, le centre bulbaire cardiomodérateur, petit d, le centre médulaire cardio-accélérateur. Donc ici, la réponse c'est petit c, le centre bulbaire cardio-modérateur. Donc ça correspond à C. Et la question 4 de notre QCM, c'est l'accoutumance, excusez, et petit a, une adaptation en une substance qui exige d'augmenter les doses. B, une adaptation à une substance qui exige de diminuer les doses. Petit c, lié à cette drogue seulement. Petit d, spécifique aux individus âgés. Donc ici, on voit que la quatrième question, sa réponse c'est petit a, qui correspond à une adaptation à une substance qui exige d'augmenter
les doses. Donc ça, c'était des QCM qu'on vous a donné à chaque fois de suite. On précède à ces genres de QCM qui permettent à voir est-ce que l'élève il a un petit peu retenu de sa leçon quelques notions qu'il a vraiment mis dans sa tête. Donc la deuxième question est sur un exercice, c'est l'exercice 1. Cet exercice, on nous dit, on considère chez une espèce animale, lapin, 3 gènes. Grand A, petit a, grand B, petit b, et grand C et grand R, petit r, portés par des autosomes. Afin de tester le degré de compréhension de ses élèves, un professeur propose à sa classe de 5e D une représentation simplifiée de la carte génétique et le résultat partiel des 2 croisements. Tableau ci-contre. Donc on a un tableau qu'on nous a donné, le premier croisement. On a croisé le phénotype grand AB avec le phénotype petit a, petit b. Et parmi les phénotypes obtenus, on a eu 42% du phénotype grand A, petit b. Pour le deuxième croisement, on a fait un autocroisement. Le premier croisement, c'était un test cross. Et le deuxième croisement, on a fait un autocroisement. C'est-à-dire qu'on a croisé des individus de phénotype grand B, petit r, croisés avec des individus de phénotype grand B, grand R. C'est grand B, grand R croisé avec grand B, grand R. Et parmi les phénotypes obtenus, on a 3% du phénotype petit b, grand R. La première question qu'ils nous ont posée, c'est de déterminer les valeurs de X et Y, c'est-à-dire les valeurs de grand X et grand Y. Et pour ça, nous avons le premier croisement. Le premier croisement est un test cross et le résultat qu'on a obtenu, c'est 42%. Donc, soit si on veut, parce qu'ici, ça peut causer quelques problèmes à l'élève, nous avons ici 42%, on a dit 1 moins P sur 2 égale à 42%. Donc, comment? C'est-à-dire on a trouvé 16%. P égale à 16%. C'est ça que je vais expliquer à l'élève. Donc, on peut écrire que 1 moins P égale à 42% fois 2. Ceci implique tout simplement que 1 moins P est égal à 84%. 2 fois 2 c'est 4, 2 fois 4 c'est 8, donc ça nous donne 84%. Et 84%, si on met ce qui implique, donc moins P, va être égal, 88% c'est 0,84 moins 1. Donc avec le signe moins de P, on peut transposer de l'autre côté, ce qui implique que P va être égal à 1 moins 0,84. Et 1 moins 0,84, on va trouver 0,16. Et 0,16, ce qui implique que P égale à 16%. Si P égale à 16%, ce qui implique donc que la valeur de X va être égale à 16 centimètres. Donc, et c'est ça ce qu'on a ici. Mais ici, c'était tellement résumé, de telle sorte qu'on vous a donné sur la réponse 42% égale à au moins P, soit 8%, donc ce qui implique que P sur 2 égale à... Et l'élève peut ne pas avoir la simplicité de pouvoir comprendre 8% vient d'où. Mais si on passe par ces calculs plus faciles, vous allez donc comprendre facilement comment on a trouvé ça. Et ça, c'est le premier croisement. Dans le deuxième croisement, nous avons ici croisé, donc, on a fait un autocroisement entre
B entre grand BR et grand BR. Et le résultat qu'on a pris, c'est 3% de... Donc ici, nous allons avoir P sur 2 est égal à 3%. P sur 2 est égal à 3%. On peut transposer directement. On va dire P, donc égal à 3% fois 2. 3% fois 2, c'est 6%. Donc on va obtenir P est égal à 6%. Et ces 6% correspond à Y qui est égal à 6 centimètres. Et donc c'est ça ce qu'on a donné ici. Et 1 moins P, ça correspond aux proportions des types parentaux. Et P sur 2 correspond à la proportion des types recombinés. Donc la deuxième question, ou la troisième question, ici on était sur la première question, la deuxième question, les gamètes formés par les individus, les gamètes, quels sont les gamètes formés par les individus du croisement 1 et dans quelle proportion? Donc si on regarde ici, les gamètes formés par les individus hybrides sont de 4 phénotypes, de 4 types de gamètes. Ces 4 types de gamètes, nous avons 2 gamètes qui sont des gamètes parentaux et 2 types de gamètes qui sont des gamètes recombinés. Donc on va avoir ici grand A, grand B sur le premier chromosome. Pourquoi nous avons mis 1 moins P sur 2, ça correspond au 42%. Et le pourcentage toujours des parentaux est plus important que le pourcentage des recombinés. Et ici nous avons grand B petit a sur le deuxième chromosome qui correspond à 1 moins P sur 2. Donc ici aussi c'est le pourcentage des gamètes qui sont des gamètes parentaux. Et ici nous avons grand A, grand B, P sur 2 qui correspond au 8% parce que c'est le pourcentage des recombinés qu'on a donné ici. Petit a, petit b, c'est 8%, donc c'est le pourcentage. Et l'individu récessif va donner un seul type de gamète. Donc c'est ce qu'on a ici. Donc la question qu'ils nous ont donnée, c'est de déterminer quels sont les gamètes formés par les individus. Les individus qui sont croisés, nous avons un individu hybride et un individu récessif. L'individu hybride va donner 4 types de gamètes, dont 2 sont des types parentaux et 2 sont des types recombinés. Et les proportions qui correspondent aux types parentaux sont toujours en moins P sur 2 et celles des recombinés sont P sur 2. Et les proportions ici qui correspondent à ça, c'est 42% pour les parentaux et 8% pour les recombinés. La question numéro 3, c'est que on a dit Mohamed suggère à son professeur de présenter les gènes sur un même chromosome au lieu de 2. Justifie cette suggestion. Suite à la suggestion de Mohamed, le professeur demande aux élèves de représenter ces gamètes sur un chromosome. Nian et Sidi proposent des réponses justes mais qui diffèrent l'une de l'autre. Quelles sont les 2 réponses? Et on va aussi donner que Camara a annoncé à son professeur qu'il peut confirmer la réponse de Sidi. Donc si on regarde ici, nous allons voir que la suggestion de Mohamed est justifiée car nous avons ici A, grand A, petit a et grand B, petit b, donc ces gènes sont liés. Et aussi grand B, petit b et grand R, petit r sont aussi liés. Donc, on a grand A, petit a et grand R, petit r sont liés. Les 3 gènes sont sur le même chromosome. Donc, si on veut les représenter, on va prendre l'hypothèse 1 qui est l'hypothèse de Sidi. On va mettre ici gène AB, au milieu le gène grand R, petit r, et
à l'extrémité de l'autre côté, on va mettre petit a, petit b. Donc, ici, ça va être 16 centimorgans, 6 centimorgans. Et si on fait la différence entre 16 et 6, on va trouver donc ici 10 centimorgans. Donc, c'est-à-dire que le gène grand R petit entre le gène grand A petit b et petit a petit b. Pour l'hypothèse 2 de Nyang, lui, c'est petit a petit b qui est entre grand A petit b et grand R petit r. Donc, ici, grand A petit b et petit a petit b est de 16 centimorgans. Et petit a petit b grand R est de aussi 6 centimorgans. Donc, si on essaie de voir ici le gène entre grand A et petit b et grand R petit r, ça va être 6 plus 16, ça va nous donner donc 22. L'annonce de Camara est confirmée par le croisement qui précise la distance entre grand A et petit a, grand R et petit r. Soit donc il a fait ses croisements. Et parmi ces croisements, il a croisé grand A, R, petit a, petit r, avec l'individu qui est récif, petit a, petit r, petit a, petit r. Et les résultats qu'il a trouvés, c'est 45%, 5%, 45%, 5%, 5% petit a, grand R et 45% grand A, grand R. Donc on voit ici que pour l'annonce de Camara, grand A, grand R et petit a, petit r représentent des parentaux. Donc c'est pourquoi nous avons ici le taux de proportionnalité est beaucoup plus important que le taux de récombiné qui est 5% pour petit a, grand R et grand A, petit r. Et ou bien il a fait donc grand A, petit r, petit a, grand R croisé avec l'individu récif, petit a, petit r. Et les descendances qu'il a trouvées, c'est grand A, petit r qui est 5% et petit a, petit r 5% et à grand A, petit r et petit a, petit r 45%. Donc ici, c'est dans ce cas qu'il a le même résultat qu'il a donc dans l'énoncé de l'exercice. L'élève peut donc considérer l'hypothèse de celle de CD, donc dans ce cas, le phénotype combiné sera de 11. Donc on ne pourra pas prendre l'hypothèse de et celle qu'on va prendre, c'est l'hypothèse 2 qui est l'hypothèse de Nyang. Donc on va essayer donc de poursuivre. Ok, bonjour. C'est toujours votre professeur Dorotian, professeur au lycée des garçons 2, professeur de sciences naturelles. Donc on va continuer la suite de notre leçon sur la correction du sujet BAC 2018, session normale. Donc on était sur l'exercice 1 et on va maintenant à l'exercice 2. L'exercice 2, la stérilité chez la femme est liée à plusieurs causes, dont certaines peuvent être corrigées. Madame A consulte son médecin pour un problème de stérilité et lui demande de rendre sa température corporelle quotidienne durant 30 jours. Les résultats obtenus sont représentés par la courbe du document 1. À partir de l'analyse de ce document, déterminer l'événement manquant chez A. Donc, si on analyse la courbe de la température, montre une absence d'hyperthermie, c'est-à-dire une augmentation de la température corporelle chez cette femme. Donc, une absence d'ovulation. Donc, on constate que la courbe nous montre qu'il y a absence d'hyperthermie. Donc, ceci va nous donner comme indication qu'il y a absence d'ovulation. Et la deuxième question nous demande quelles sont les causes possibles. Les causes possibles,
il se peut qu'il y ait d'abord l'absence de FSH et de LH. L'absence de FSH et de LH, donc pas de folliculogénèse et l'ovulation. Si il y a absence de FSH et de LH, ceci nous permettra de conclure qu'il n'y aura pas de folliculogénèse. Parce que la folliculogénèse est toujours activée par des hormones FSH qui stimulent les follicules, et ces follicules vont se développer, grandir petit à petit pour devenir un follicule mûr. S'il n'y a pas donc d'FSH, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas la croissance des follicules, donc il n'y a pas de folliculogénèse. Et s'il y a absence de FSH, il n'y aura pas donc l'ovulation, parce que c'est l'hormone LH qui stimule l'ovulation. Donc s'il n'y a pas ça, c'est-à-dire que l'ovulation ne pourra pas se produire. Deuxième cause possible, ovaire insensible. Il y a la présence de FSH et de LH, mais l'ovaire est insensible, c'est-à-dire manque de récepteurs de gonadostimulines, donc pas d'ovulation. Même s'il y a eu la sécrétion de ces gonadostimulines FSH et LH, c'est qu'aussi il y a des récepteurs au niveau de l'ovaire qui ne sont pas sensibles à ces gonadostimulines. Donc il n'y aura pas d'effet. Et s'il n'y a pas d'effet, il n'y aura pas donc d'ovulation. Troisièmement, il nous demande les résultats. Quels sont les résultats qui peuvent confirmer ces hypothèses que nous avons ici citées? Donc ces résultats ne confirment aucune de ces hypothèses, car le faible taux de FSH et de LH peut être lié soit à une hypothèse non fonctionnelle, soit à un rétrocontrôle négatif exercé par des faibles taux d'oestrogène. Donc, il se peut aussi que ces hypothèses-là soient les causes de cette stérilité chez la femme. On a injecté maintenant de FSH. Cette injection de FSH provoque une augmentation d'oestrogène. L'augmentation d'oestrogène, caractéristique d'une croissance folliculaire, parce que s'il y a eu l'augmentation d'oestrogène, c'est qu'il y a eu la croissance folliculaire. Parce qu'on sait, depuis notre cours passé, on a dit que les follicules sécrètent des hormones qu'on appelle oestrogènes. Donc, s'il y a eu la sécrétion ou une augmentation de ce taux d'oestrogène, c'est parce qu'il y a eu une augmentation des cellules folliculaires. Donc, c'est pourquoi on a dit caractéristique de la croissance folliculaire. On peut déduire que les ovaires de cette femme sont normaux. Ça, c'est une simple déduction. Donc, l'hypothèse 2 est rejetée. Si l'hypothèse 2 est rejetée, donc c'est-à-dire qu'on va en tenir de l'autre hypothèse que nous avons donc considérée. La cinquième question, c'est que nous avons ici un schéma. C'est la coupe de l'ovaire. Et au niveau de cette coupe de l'ovaire, on nous dit de nommer les schémas des follicules qui sont ici mentionnés. Follicule A, follicule B, follicule C. Et d'après le schéma de la coupe de l'ovaire, nous avons A correspond au follicule tertiaire et B correspond au follicule mûr, follicule rompu, et le C correspond au follicule secondaire. Parce que dans chaque follicule, il y a des caractéristiques qui nous permettent donc de pouvoir les nommer. Les follicules tertiaires sont donc caractérisés par les cavités donc, qui sont présentes.
follicule mûr, donc on peut savoir que le follicule est déjà rompu, éclaté, et le follicule secondaire, donc c'est le follicule qui ne présente pas assez de cavité. Donc le B, ce traitement a corrigé la stérilité de Madame A, car on constate des follicules rompus. Donc il y a eu l'ovulation. Lorsqu'on a fait le traitement, on a constaté donc qu'il y a eu chez Madame A des follicules qui sont rompus. Et s'il y a eu des follicules qui sont rompus, on peut donc confirmer qu'il y a eu l'ovulation, parce qu'il ne peut pas y avoir des follicules rompus sans l'ovulation. Donc c'est les follicules rompus qui permettent d'expulser un ovocyte. On dit donc qu'il y a eu l'ovulation. C'est avant le traitement, le faible taux d'oestrogène maintient un feedback négatif. Donc avant que le traitement ne soit fait, il n'y a pas eu d'oestrogène. Donc on dit ici, avant traitement, le faible taux d'oestrogène maintient un feedback négatif. Donc c'est-à-dire que ce feedback négatif est à l'origine des taux faibles de FSH et de LH constatés chez Madame A. Pour la comparaison, l'ovaire de cette femme présente plusieurs follicules rompus, alors que chez la femme normale, on sait que nous avons qu'un seul follicule rompu, c'est le follicule qui est dominant. Donc s'il y a eu plusieurs follicules rompus, donc ça présente une exception. Pour expliquer ça maintenant, on va voir que chez une femme normale, il y a un feedback négatif qui contrôle la sécrétion de FSH. Alors que dans ce traitement, condition expérimentale, l'ovaire n'exerce pas le rétrocontrôle, ce qui provoque un développement de plusieurs follicules. Chez la femme qui est normale, donc il y a un feedback négatif, ce qu'on appelle le rétrocontrôle, négatif et positif. Donc l'ovaire va contrôler, en pouvoir donc gérer l'ovulation, mais dans une expérience, là, l'ovaire ne contrôle pas. Donc c'est ce qui fait que ça va donc générer ces plusieurs follicules qui sont rompus dans le temps. Donc c'est ça.